masterclass dont vous avez besoin. Selon un sondage qui a été mené par l'Institut de planification financière, les Québécois sont de plus en plus anxieux financièrement. On en parle immédiatement avec celle qui dirige cet institut, la PDG de l'Institut de planification financière, Caroline Champagne. Bonjour. Bonjour. Oui, donc ça se raccorde bien avec le sujet de Francis, là, où beaucoup de gens ont de la misère à faire leur épicerie ou empruntent pour faire leur épicerie. On est de plus en plus anxieux de notre situation financière? Ben, c'est ce que démontre notre sondage qui est sorti là, cette semaine. Effectivement, une hausse de 10 %. L'année passée, c'était 32 % des gens, des Québécois qui se disaient stressés au niveau financier. Maintenant, c'est 42 %. Puis ceux qui n'ont pas de planification financière, qui n'ont pas de plan financier, sont encore plus stressés. Donc, on parle de 46 % des Québécois qui disent vivre ce stress. Alors, effectivement, là, c'est tout à fait en lien avec ce dont vous parlez votre chroniqueur précédemment. Ouais. Que vous définissez comment, ou dans l'approche, est-ce que le stress financier, c'est la peur de pas arriver immédiatement à la fin du mois? Est-ce que c'est la peur de pas arriver à la retraite, l'incapacité d'en mettre de côté, le fardeau des dettes? Est-ce qu'il y a une façon de définir ce que les gens appellent anxiété financière? Ben, c'est un mélange de tout ça, en fait, parce que les sources peuvent être différentes. Il y a pas un cas qui est pareil, mais bon, on peut avoir perdu son emploi, on peut être stressé parce que on anticipe notre retraite et on se demande comment qu'on va réussir pour passer au travers. On peut vivre un divorce, on peut avoir des questions par rapport à l'achat d'une maison versus la location. Donc, c'est vraiment à différents moments de notre vie où est-ce qu'on peut vivre des situations qui sont stressantes au niveau financier. Puis c'est pour ça que nous, ce qu'on préconise, c'est d'amener ou de sensibiliser les gens à l'importance de faire une planification financière avec des experts que sont les planificateurs financiers, puis ils sont là à tout moment. Donc, il est jamais trop tôt, il est jamais trop tard pour faire sa planification financière, puis il n'y a pas non plus de budget ou de revenu minimum pour pouvoir faire une telle planification. Je dirais vraiment que c'est vraiment adapté à toutes les circonstances, à tous les cas, puis vraiment, c'est la chose à faire pour justement diminuer ce stress-là. Les planificateurs sont là vraiment pour rassurer les gens. Ce qui est particulier, c'est qu'après, on voit des gens acheter des billets de concert à 5 000 $, on voit des gens acheter des calendriers de l'Avent à 300 $, puis c'est sold out, là. Mais en même temps, on dit qu'il y a une personne sur 4 qui s'endette pour manger. Il me semble que tout ça, c'est étrange. Effectivement, ça peut susciter certaines questions. Ouais. Vous allez dire les gens, parce qu'ils n'ont pas de planification financière, ils achètent au jour le jour, ils se rendent compte après de ce que ça signifie pour leur budget? Ben c'est sûr que c'est ça. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui n'ont pas de planification financière, c'est-à-dire plus que la moitié de la population, mais ils sont plus stressés que les autres. Alors, quand on en a un plan, ben on a une stratégie. Puis quand on a une stratégie, ben c'est rassurant. Une autre question que vous avez posée, c'est quelle est la proportion des gens là, qui utilisent l'intelligence artificielle, des outils en ligne pour faire, dans le fond, leur propre planification financière? En fait, c'est intéressant parce que quand on s'informe, que ce soit sur des balados, parce que notre sondage porte là-dessus également, l'utilisation de balados, d'autres sources d'informations, ben c'est déjà là un signe qu'on a un intérêt pour ses propres finances personnelles. Alors moi, je vois ça comme étant quelque chose de positif. Maintenant, il faut mettre en garde les gens parce que les réponses qu'on obtient de l'intelligence artificielle sont aussi bonnes que les questions qu'on pose. Alors, si on pose pas les bonnes questions, eh bien, l'intelligence artificielle va pas nécessairement nous donner la bonne réponse, celle qui est adaptée à notre propre situation. Et puis, c'est là où est-ce qu'on peut faire des faux pas. Alors, c'est une bonne chose de commencer de s'intéresser soit par des lectures, des balados, l'intelligence artificielle, mais il faut être conscient du fait que les spécialistes, ceux qui ont fait des études poussées, universitaires en planification financière, qui ont une compréhension complète puis qui ont un intérêt pour bien comprendre la situation particulière de chacun, bien, ce sont eux qui sont capables de poser les bonnes questions, les questions adaptées à chaque personne pour vous donner les bonnes réponses. Alors, c'est la mise en garde que l'on fait. Mais les gens sont... je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent de façon autonome s'occuper de leurs affaires. Bon, utilisent l'intelligence artificielle, écoutent des balados, utilisent des outils en ligne qui sont plus disponibles. Est-ce que
vous dites qu'il devrait aller vers un planificateur financier. Je comprends, vous les représentez. En même temps, on pourrait se faire l'avocat du diable et dire autrefois, ces gens-là, peut-être n'auraient pas plus vu un planificateur financier, auraient juste rien planifié. C'est pas sexy, là. Tu sais, quand on parle de planification, là, c'est pas attirant. Mais les gens ne l'appellent pas comme ça, là. Les gens qui font tout ça en ligne, ils donnent pas ce nom-là. Ils s'occupent de leurs finances, point, là. Ben, il faut faire la distinction entre le planificateur financier puis l'achat de placement, parce que le rôle du planificateur, c'est un rôle qui est global. Hein. On parle pas juste ici là de planification d'achat de placement, d'actions, d'obligations, de fonds communs. On n'est pas là du tout. Hein. Le planificateur, lui, va regarder les aspects légaux qui concernent la personne, la succession, la retraite, la fiscalité. Donc, ils ont vraiment une vue globale, puis c'est ce qui fait que la planification est pertinente puis est pertinente à n'importe quel moment dans la vie des gens. Alors oui, c'est intéressant de voir qu'on peut maintenant avoir accès à des outils qui nous donnent de l'autonomie, mais si on est épaulé par un spécialiste, en plus, même si on le fait par nous-mêmes, si on fait ces transactions-là par nous-mêmes, mais ça n'empêche pas d'avoir recours à un expert. Ouais. Il y a des gens, je vous donne des arguments de méfiance là, que j'ai entendus, puis c'est un domaine que je connais un petit peu. Exemple, on va dire, le planificateur financier, lui, travaille pour une firme. Souvent, il va travailler pour une firme de placement ou une banque. Il va essayer de te pousser, tu sais, s'il est de la banque un tel, il va essayer de te pousser les fonds puis les patentes de la banque un tel, même s'ils sont moins bons, parce que c'est son intérêt, puis son boss, il pousse, tu sais, faut t'en passer. D'autres vont dire, t'as les fonds négociés en bourse maintenant qui ont des très faibles frais de gestion. Le planificateur financier, il va jamais t'envoyer là, il va t'envoyer vers les fonds mutuels parce que lui, il y a un kickback là-dessus, là. Il y a un retour, il y a une commission là-dessus. Il y a une méfiance plus les gens sont informés, puis je dis pas qu'un bon planificateur financier me dira probablement, tous ces frais-là, c'est ce que je te donne en maximisant la fiscalité, etc. Je t'en donne plus que ce que je te coûte, mais on l'entend, c'est pas une méfiance, mais tu sais que les gens vont se dire, ouais, j'ai pas besoin de ça, j'aime mieux garder mon argent, là. Je comprends. Les planificateurs financiers, ce sont des professionnels. Ils sont astreints aussi à respecter un code de déontologie. Dans ce code de déontologie-là, on prévoit évidemment qu'ils doivent ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêts. Alors, il y a une protection qui vient avec ça, une protection qui vient pour le public. Alors, il y a toujours ce cadre-là qui est en place, puis qui assure au public justement d'avoir affaire avec des professionnels qui sont chevronnés, qui sont bien formés. D'ailleurs, là-dessus, juste pour vous apporter une petite précision, l'Institut de planification financière représente pas les planificateurs financiers. Alors, non, encourage la planification financière. Notre rôle à nous, on est le seul organisme qui décerne le diplôme de planification financière. Alors, notre rôle, c'est vraiment de former en amont les futurs planificateurs financiers et d'offrir une formation continue à ceux qui sont déjà planificateurs. C'est combien d'études pour avoir le titre? En fait, le parcours, il peut y avoir différents parcours, mais le parcours, disons, plus standard, il faut avoir au moins un baccalauréat. Et puis ensuite, on doit faire une certification en planification financière, passer le cours de l'Institut de planification financière et réussir les examens. D'ailleurs, si je peux rajouter là-dessus, on a besoin de relève. Il y a beaucoup de place dans le marché. On pourrait doubler le nombre de planificateurs financiers et on n'arriverait pas à suffire à la demande. Alors, c'est une belle profession pour les jeunes, des belles conditions également. Il faut d'abord avoir un baccalauréat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Caroline Champagne, PDG de l'Institut de planification financière. Au revoir. Ça me fait plaisir. Au revoir.